Donc après la définition de l'enthalpie standard de formation, on va voir maintenant le calcul de l'enthalpie standard de réaction. Donc on vous donne une réaction et pour calculer l'enthalpie standard de réaction à une température T, il suffit de connaître les enthalpies standards de formation et les coefficients stoichiométriques. Donc voici la relation, et c'est ce qu'on appelle la loi de Hess. Pour comprendre l'application de cette loi-là, on va considérer l'exemple suivant, c'est la combustion de méthane. La combustion de méthane, c'est la réaction de méthane avec O2 pour donner CO2 et H2O liquide. Et on vous donne un tableau qui donne les delta FH0, les valeurs de delta FH0 pour ces espèces-là. Donc il suffit d'utiliser la relation, donc c'est les produits moins les réactifs. On a CO2, c'est un produit, le coefficient c'est 1, et donc nu c'est plus 1. Ici le coefficient c'est 2, donc le coefficient, le coefficient ici dans l'équation c'est plus 2. Ici on a le coefficient de O2 c'est 2, et c'est un réactif, donc c'est moins 2. Et ici pour le méthane c'est 1, donc c'est moins 1, car c'est un réactif. Donc moins pour les réactifs, plus pour les produits, et on ajoute les coefficients stoichiométriques. Donc c'est le coefficient stoichiométrique algébrique. Pour O2, c'est un corps simple. Donc delta F égale à 0, donc ce terme égale à 0, et les autres on remplace à partir de notre tableau, ce qui permet de trouver la valeur de delta RH 0 en kJ par mol. Généralement l'unité c'est kJ par mol pour delta RH0. C'est une réaction de combustion, donc c'est exothermique, et c'est ce qu'on a trouvé ici, car delta RH0 est négatif. Et on a dit que lorsque delta RH0 est négatif, donc la réaction est exothermique. Généralement, c'est la question qu'on vous pose pour ce type de réaction. On vous donne la réaction, on vous donne le tableau de delta FH0, le commentaire après le calcul de delta RH0, c'est le fait que la réaction est exothermique ou endothermique. Cette réaction est exothermique dans le sens direct et endothermique dans le sens opposé. Il faut toujours mentionner le sens. Une deuxième méthode, c'est l'utilisation de l'enthalpie de liaison, ou ce qu'on appelle l'énergie de liaison. Donc l'enthalpie de liaison, c'est quoi? On peut la définir comme l'énergie minimale qu'on peut donner à une liaison pour la casser, mais la molécule doit être en phase gazeuse. Donc on considère une molécule AB à l'état gaz. L'énergie qu'il faut donner pour casser cette liaison-là et obtenir ces deux radicaux à l'état gaz, bien sûr, c'est ce qu'on appelle delta dissociation ou delta LH0. Donc c'est l'énergie de liaison, l'énergie ou l'enthalpie de liaison, ou l'enthalpie de dissociation de la liaison. Bien sûr, on prend l'état gazeux pour éliminer les liaisons entre les molécules, les interactions entre les molécules dans l'état liquide et dans l'état solide, pour avoir l'énergie minimale de dissociation. Et bien sûr, on peut revenir au cours de chimie pour connaître l'ordre de grandeur de ces énergies-là. Mais généralement, l'énergie de liaison, c'est positif. L'énergie qu'on a ici, delta, l'enthalpie de liaison est négative. Donc c'est l'énergie récupérée à partir de la cassure de liaison. Donc voici quelques valeurs en kJ par mol, bien sûr. Et pour calculer delta RH d'une réaction, par exemple de cette réaction-là, on va prendre cet exemple, c'est la combustion de C2H8, c'est l'éthane. On écrit la formule de Lewis de chaque molécule. Donc voici la formule de O2, la formule de C2H8 et de CO2, de H2O. Et après, il suffit de connaître les liaisons. Donc on a ici deux liaisons CO, ici on a deux liaisons OH, ici on a une liaison CO, et ici on a combien de liaisons CH, C6, 6 liaisons CH. Et donc c'est deux liaisons CO, c'est le produit, deux CO, c'est le produit aussi,
Ici O2, c'est de cette molécule. On a une liaison CC, c'est cette liaison-là. Et ici, liaison, c'est HCC liaison. Donc on a les énergies de liaison. Donc on peut déterminer delta RH0. Et delta RH0 dans ce cas est positif. Et donc c'est une réaction exothermique et non pas une réaction endothermique. Donc voici la signification de l'énergie de liaison et comment l'utiliser pour calculer delta RH d'une réaction. Pour le changement de température, si on a un changement de température, c'est-à-dire si on calcule delta RH0 à une température T1 et on vous demande de calculer delta RH0 à une autre température T2, le passage entre cette température et cette température, c'est ce qu'on va traiter maintenant. Pour ce faire, on va introduire les CP, c'est la capacité calorifique molaire d'une substance. C'est ce qu'on a vu précédemment en thermodynamique. Donc on a vu CP d'une espèce, mais ici c'est CP molaire, donc c'est DH sur DT. Et donc à la fin, on peut montrer que DH, D de delta H, la dérivée de delta A RH0 par rapport à la température n'est autre que delta R de CP0. Delta R de CP0 possède la même définition, donc les CP des produits moins CP des réactifs avec les coefficients stoichiométriques bien sûr. Donc on peut déduire à partir de ça que D de delta RH0 égale à delta R CP0 fois dt. Et donc on peut appliquer une intégrale ici et une intégrale ici, ce qui va donner ici entre une température T1 et une température T2, on obtient cette relation-là qui est valable en absence de changement d'état. Donc on va parler sur les changements d'état après. Donc lors d'un changement d'état, on aura une autre équation, une autre méthode, mais ici on va utiliser la première loi de Kirchhoff, c'est que D de delta RH0 sur dt égale à delta R de CP0. Et donc on peut déduire delta RH d'une température T2 si on connaît delta RH0 d'une température T1 en calculant cette intégrale. Ici on a dit que c'est CP des produits moins CP des réactifs. Donc réactifs moins produits. Produits moins réactifs. Donc pour delta RCP, généralement il ne dépend pas de la température, donc généralement on vous donne un tableau contenant les valeurs de CP0, les CP molaires des espèces, mais dans certains cas c'est une fonction affine de la température. Il suffit de remplacer ici dans cette intégrale et calculer l'intégrale, ce qui permet de trouver delta RH0 à la température T2. Si on considère que si on a une réaction telle que delta RH0 égale à peu près à 0, on peut dire que delta RH de T2 égale à delta RH de T1, c'est-à-dire que l'enthalpie standard de réaction ne dépend pas de la température. Dans l'intervalle T1, T2 bien sûr. Donc il ne dépend pas de la température, c'est l'approximation d'Illingham. Donc l'approximation d'Illingham postule que en absence de changement d'état, l'enthalpie standard de réaction ne dépend pas de la température. C'est la première partie en fait de l'approximation d'Illingham. Maintenant on va parler sur la température de flamme. Lorsqu'on a une réaction qui génère de l'énergie thermique, cette énergie thermique va augmenter la température des produits, ce qui va donner des gaz qui sont chauds et donc une flamme. Généralement, la réaction de combustion s'accompagne d'une flamme. La température de cette flamme-là peut être déterminée en considérant que la chaleur ou une partie de cette chaleur-là est absorbée par les produits de la réaction. Donc, on peut calculer cette chaleur-là en utilisant une approximation, c'est l'approximation adiabatique. Donc, on considère que la chaleur générée par la réaction est absorbée totalement par les produits de la réaction ou le reste des mélanges réactionnels en général. Et donc, la température finale de ce mélange-là, c'est ce qu'on appelle température de flamme. Pour comprendre un peu, on va utiliser
un cas très simple, c'est le cas de la combustion de l'ammoniac ou la réaction de l'ammoniac avec O2 pour donner NO et H2O. Donc on vous donne les CP et on veut calculer la température de flamme. Donc on vous donne aussi delta RH 0, donc on peut calculer delta RH 0 en utilisant les delta RF, mais ici on veut seulement trouver la température de flamme. Donc on connaît que QP, c'est la chaleur générée ou libérée par la réaction égale à l'avancement final fois delta RH0. Donc delta RH0, on la connaît, il suffit de déterminer l'avancement final. L'avancement, on peut le déterminer en utilisant un tableau de réaction. Donc voici notre tableau de réaction. On a une réaction stoichiométrique, donc l'avancement final c'est N1 et N1 c'est la quantité de matière initiale de notre mélange. Donc c'est la moitié de la quantité de matière de l'ammoniac, car l'ammoniac c'est 2N1. Donc on peut dire que la chaleur libérée n'est autre que N1 fois delta RH0. On connaît delta RH0, si on connaît N1, on peut déterminer directement la chaleur totale associée à cette réaction-là. On va considérer que l'enceinte qui entoure le mélange réactionnel est une enceinte adiabatique. Donc la chaleur ne sort pas de notre système et donc cette énergie-là produit un échauffement des produits à partir d'une température T0 jusqu'à une température T finale. Donc on peut dire que la valeur absolue de QP qui est égale à moins N1 fois delta RH0, car delta RH0 est négatif, n'est autre que l'intégrale de delta CP. Donc des différentes CP, donc c'est 2N1, c'est la quantité de matière de NO, donc c'est 2 xi. En effet, c'est 2 xi-F, xi-F étant N1, fois Cp de NO, fois dt. Et pour H2O, on aura ici 3N1, fois Cp de H2O, fois dt. Donc, si on remplace Cp de H2O et Cp de NO par leur expression, on peut faire l'intégrale. Donc, calculer l'intégrale et trouver la température finale, connaissant bien sûr la température initiale, les valeurs de Cp et N1, bien sûr, on aura une simplification par N1, car il existe dans les différentes parties ou les différents termes de la réaction. Et donc, la température finale ne dépend pas de la quantité de matière initiale des réactifs. Et donc, la température finale, c'est ça. Généralement, c'est une température de l'ordre de quelques 1000 Kelvin. Donc voici la méthode qu'on utilise pour calculer la température de flamme. Il suffit de faire attention à une chose, c'est que la température de flamme, généralement, le passage de la température initiale à la température de flamme peut s'accompagner d'un changement d'état. Donc il faut connaître est-ce qu'on a un changement d'état ou non. Ici, la température n'a pas d'influence directe sur l'état physique de H2O, car H2O c'est un gaz dans ce cas-là, et donc on n'aura pas de changement d'état. De même pour NO, on a un gaz, donc on n'a pas un changement d'état. La deuxième chose, c'est que on peut effectuer la réaction avec O2 directement, donc une réaction avec O2 pur, mais on peut aussi effectuer la réaction dans l'air. Si on effectue la réaction dans l'air, il faut ajouter ici le N2 qui existe dans l'air, car il va absorber une partie de la réaction. Et on connaît que O2 constitue 20% de l'air et N2 constitue 18%. Donc on peut, avec la règle de 3, trouver la quantité de matière et donc le coefficient de N2. Et donc faire ajouter ici le coefficient Cp de N2. Mais généralement, on vous donne Cp de N2 dans le tableau. Donc si vous trouvez le Cp de N2 dans le tableau et donc dans les données, il faut l'intégrer dans le calcul, sinon c'est pas nécessaire de le faire. Donc c'est la température de flamme. On peut avoir aussi la possibilité
d'un changement d'état. Et si on a un changement d'état, on a montré en thermodynamique que delta A, delta H molaire n'est autre que la chaleur latente de vaporisation, de fusion, de sublimation selon la transformation obtenue. Et généralement, on vous donne cette chaleur-là. On peut la calculer, mais généralement, on vous donne cette chaleur-là. Et cette chaleur correspond par exemple à le passage de H2O liquide jusqu'à H2O gaz. C'est la vaporisation. Donc, cette flèche-là correspond à une chaleur delta vap H0. On a utilisé H, pourquoi? Car le changement d'état s'effectue à pression constante et bien sûr à température constante. Donc on vous donne dans certains cas le changement, si on a un changement d'état, delta H qui correspond au changement d'état étudié, comme on va voir dans l'exemple après. Et bien sûr, cette delta RH va modifier la température de flamme, comme on va voir dans les exercices. On va considérer le cas suivant, c'est le cas où on vous donne une réaction, c'est la réaction entre O2 et H2 pour donner H2O. On a ici le delta RH, c'est le delta de formation de H2O, car O2 c'est simple et H2 c'est simple. Et donc on vous donne delta RH0 à cette température et on veut déterminer delta vaporisation, l'énergie de vaporisation ou l'enthalpie libre de vaporisation de l'eau. Donc voici l'enthalpie de 423 et voici l'enthalpie de la température initiale. Donc on a cette réaction là à la température initiale s'accompagne de cette énergie là, donc cette chaleur, et la même réaction à la température finale s'accompagne de cette énergie là, et on veut qu'il ait l'énergie nécessaire pour transformer l'eau de l'état liquide à l'état gazeux. Donc on peut écrire que ici, pour transformer O2 jusqu'à O2 gaz à une température différente de cette température à cette température, c'est delta RH1. Pour H2, on va le chauffer, donc c'est delta RH2, 0 bien sûr. Pour H2O, on va le refroidir jusqu'à 100 degrés. Donc voici delta RH3, 0. Pour la transformation ou la transition de phase, c'est delta vaporisation. En effet, c'est moins delta vaporisation, car la vaporisation ici, c'est la réaction inverse. Et ici, c'est le chauffement ou le refroidissement de cette température jusqu'à la température initiale. Donc on a un cycle, c'est ce qu'on appelle un cycle de Hess. Et bien sûr, c'est comme la loi de Maille, on peut dire que cette flèche-là égale la somme de ces flèches vers l'état final, de même état initial jusqu'à l'état final. Et donc, on a la flèche bleue égale à la somme des flèches rouges, toutes les flèches rouges. Les flèches rouges possèdent 4 inconnus, donc les delta RH1, delta RH2, delta RH3 et delta RH4. Pour delta RH1, c'est la chaleur nécessaire pour chauffer O2 de la température initiale jusqu'à la température finale. Donc il faut calculer l'intégrale de Cp dt, de l'état initial à l'état final. De même pour 2, pour 3, pour 4. Donc il suffit de remplacer les Cp par leur expression. Donc voici les expressions des différentes Cp. Et bien sûr, lorsqu'on remplace, on connaît ça. Voici la valeur. On connaît ça. Voici la valeur. On connaît delta H1, delta H2, delta H3 et delta H4. Voici les expressions. Et on connaît bien sûr, on peut calculer les valeurs. Et donc le seul inconnu ici, c'est ça. Et donc on peut le déterminer directement à partir de cette équation là et on va trouver cette énergie. Donc la vaporisation, en effet on a oublié de modifier le signe. Ici on aura un moins, donc ici on aura un plus à la fin. Donc c'est une énergie positive, on doit donner de l'énergie à
notre liquide pour l'évaporer. Donc delta vapeur, c'est une énergie positive. Donc c'est comment peut-on utiliser la transition de phase pour trouver des delta H. Maintenant, on va s'intéresser à l'entropie standard. L'entropie, c'est S, et donc on peut faire la même chose, les mêmes définitions, pour calculer les différentes delta RS0. En effet, delta RS0 peut être défini par la même définition, et donc delta S n'est autre que nu fois delta RS0, et on peut déterminer delta RS0 à partir des tableaux thermodynamiques. Xi étant l'avancement, et on a 3 cas. Donc on a 3 cas, soit que delta RS est négatif. S'il est négatif, donc le désordre augmente, car delta S mesure le désordre. Donc delta RS, s'il est négatif, donc le désordre diminue, et donc l'ordre augmente dans le sens direct, bien sûr. Si delta RS est positif, donc le désordre augmente dans le sens direct, bien sûr, donc le désordre augmente. On dit que la réaction produit le désordre. Bien sûr, on a une deuxième loi de Kirchhoff qu'on peut démontrer tout simplement en utilisant les relations de la thermodynamique. C'est-à-dire, si on connaît delta RS0 d'une température T1 et on veut déterminer delta RS0 d'une température T2, il suffit d'utiliser cette équation-là, ou cette équation, c'est la même chose. Il est similaire à l'équation vue dans l'enthalpie, mais on a ici 1 sur T qui est un peu unique pour l'entropie. Et bien sûr, c'est la deuxième loi de Kirchhoff. De même, on peut donc calculer delta RS d'un changement d'état à partir de ce qu'on a vu en thermodynamique, à partir de cette relation-là. Donc on peut dire que delta RS0 d'un changement d'état d'un état 1 à un état 2 correspond à delta RH0 de même changement sur T, la température de transition de phase. Donc par exemple, si on veut delta vaporisation S0, c'est delta vaporisation de H0 sur la température de vaporisation. Donc c'est simple, il suffit d'étudier un peu d'exercice et vous pouvez comprendre ça et comment l'utiliser directement. Et bien sûr, on a l'approximation des lignes Gram qui postule que si on a absence de changement d'état et on a trouvé que delta RCP, c'est ça, égale à 0, c'est ça égale à 0, donc ce terme égale à 0, ce terme égale à 0, donc delta RS0 ne dépend pas de la température. Donc dans l'approximation des lignes Gram, la formulation générale de l'approximation des lignes Gram, c'est quoi? C'est en absence de changement d'état, delta RH0 et delta RS0 ne dépend pas de la température dans l'intervalle de température étudié. Donc ça, c'est l'approximation des lignes Gram. Et ici, on va essayer de voir quelques exemples d'application pour l'entropie. Donc pour l'entropie, on peut dire que voici notre réaction, Mg plus une demi de O2 qui va donner MgO. Voici la température et voici les données. Donc on vous donne S0, Cp, la température de fusion, et delta fusion de H. Il faut remarquer qu'on a ici S0 de M et non pas delta FS0. C'est la même, mais généralement on vous donne S0 de M. Pourquoi? Car S possède un état de référence absolu, c'est S égale à 0 lorsque T égale à 0 Kelvin pour un solide cristallin. C'est le troisième principe de la thermodynamique. Donc la première question, c'est de calculer delta RS0 de la température
suivante. Donc c'est simple, il suffit de voir dans le tableau est-ce qu'on a la même température, voir S, et utiliser F comme delta F. Donc on peut dire que pour cette température là, on va prendre la même chose, S0 des produits moins S0 des réactifs. Donc c'est S0 de MgO moins S0 de Mg moins une demi S0 de O2. S0 de O2 est différent de 0, il existe ici, c'est une valeur différente de 0. Et on peut la calculer et trouver cette valeur là. Cette valeur est négative, donc on peut écrire un petit commentaire, c'est que le désordre diminue, donc la réaction diminue le désordre. En général, c'est le cas, il suffit de voir l'état physique des produits et des réactifs. Les réactifs, on a un solide et un gaz. Donc le désordre de l'état gazeux est plus grand que le désordre de l'état solide. Donc le désordre ici, c'est pratiquement le désordre de l'état gazeux. Mais dans les produits, on a seulement les solides, un solide. Donc le désordre de solide est très faible devant le désordre de gaz, donc le désordre a diminué. Le désordre a diminué, donc delta RS doit être négatif. Donc ce qui permet de prédire le signe de delta RS0. Pour delta RS de la fusion, c'est la deuxième question, on veut connaître delta RS de fusion de magnésium. Donc comme on a vu ici, delta fusion H0 sur T fusion. Toujours, c'est la même formule. Delta fusion, c'est ça, et la température de fusion, c'est ça. Donc on peut calculer delta fusion de S. Donc la fusion augmente le désordre. La fusion, c'est la transition de solide en liquide, donc le désordre a augmenté. Pour la troisième question, on veut déterminer l'entropie standard à 1000 Kelvin. Donc la température est modifiée, donc on va utiliser la formule de Kirchhoff qu'on a vu ici, la deuxième loi de Kirchhoff, donc ça et donc ça. On a ici une remarque, on suppose que la chaleur spécifique de Mg solide est pratiquement identique à Mg après la fusion. Donc la température de fusion, c'est une température qu'on va dépasser ici. Donc on trace un cycle de S, donc on a la réaction à la température initiale et on a la réaction à la température finale. Ici c'est la température de fusion qu'on va remarquer ici. Donc on a ça et on veut ça. Donc la route c'est quoi? C'est de dire que Mg va s'échauffer jusqu'à la température de fusion. On aura une transition de phase, c'est ce qu'on a calculé, et on a une augmentation de température jusqu'à la température finale. Pour O2, on n'a pas de changement d'état, donc on aura une augmentation de température jusqu'à l'état final. Et donc voici le delta RS3. De même pour ce sens-là, MgO, c'est un solide. Ici c'est un solide, il va rester solide, donc on aura un refroidissement de cette température à cette température là. Et donc on peut écrire que cette grandeur égale à la somme des grandeurs rouges. Donc cette grandeur égale ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ce terme. Et pour les différents termes, ce terme là, c'est un échauffement de Mg solide de cette température à cette température. On a Cp. On a la valeur de Cp de Mg. Donc il suffit d'utiliser la définition. Donc c'est l'intégrale de Cp dt sur T car on calcule S. Si on calcule H, on aura l'intégrale de Cp dt. Ici Cp dt sur T. De même ici, la remarque nous dit que ici l'augmentation de la température de Mg solide possède une grandeur caractéristique de Cp. C'est la même grandeur qui caractérise l'augmentation de la température de Mg liquide. Donc liquide et solide possèdent le même Cp. Et donc on va utiliser la même formule. Et pour H2O, pour O2, on va utiliser la même formule. Et de même pour MgO. Donc si on effectue l'intégrale et on remplace dans les différentes
différentes expressions. Donc on peut calculer ce terme et ce terme et ce terme et ce terme. Et on a ce terme à partir de la question précédente. Ça, elle est calculée à partir du tableau. Et donc on peut déduire ce terme. Donc voici la valeur. Donc c'est négatif. Alors le désordre diminue même si on a une température plus grande. Donc c'est les méthodes qu'on utilise pour calculer delta RS0.